Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Tech et Débat. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui avec un sujet absolument fascinant. Regardez cette photo. On se croirait au concert d'une méga star ou alors d'un match de foot de Ligue des Champions. Eh bien, pas du tout. Les personnes que vous voyez là sont en fait venues assister à une compétition de e-sport, le Electronic Sport, c'est la contraction de ce mot sport électronique. Des joueurs de jeux vidéo qui s'affrontent entre eux, entre deux équipes différentes, devant les yeux de supporters en délire. Vous allez comprendre que ce phénomène, cette discipline n'a rien d'anecdotique. Que vous soyez fin connaisseur du monde de l'e-sport ou alors au contraire que vous n'en avez jamais entendu parler, eh bien, ce reportage va forcément vous éclairer. On le regarde, on en débat juste après avec mes invités, Emma Bézieux-Lepochat et Nicolas Morer, pour qui le e-sport n'a plus aucun secret. Ce documentaire est signé Florian Huvier, rédaction en chef Athénaïs Keller, conception graphique Pierre-Oscar Brunet. Aujourd'hui, un club qui remplit l'U-Arena, une équipe qui remplit l'Accor Arena Vitality pendant Counter-Strike, on a envie de le voir être évoqué un peu partout, quoi. Là, on franchit encore une étape supplémentaire. On va voir entrer l'e-sport là où on ne l'attend pas. C'est une vraie réussite de prendre en considération que jouer 8 heures par jour, c'est pas juste pour le fun. J'ai aucun doute sur le fait que ce soit un truc ultra populaire en réalité, parce que c'est un truc de notre temps en fait finalement. Une salle pleine, plusieurs dizaines de milliers de personnes sur 4 jours, chauffées à blanc. Des débriefs de chaque match, de chaque séquence, en direct. Des ultras qui chantent à la gloire de leur équipe. Mais des joueurs stars qui ne ressemblent pas vraiment aux sportifs traditionnels que l'on s'imagine dans une telle ambiance. En mai dernier, la France accueillait le Major de Counter-Strike Global Offensive, plus généralement appelé CSGO. Un événement e-sport et pas n'importe lequel, puisqu'il s'agit du plus grand championnat mondial sur le jeu de tir. Un événement parmi les plus suivis au monde, qui se déroulait donc pour la première fois en France. Il y a vraiment un avant-après pour les gens qui suivent pas bien l'e-sport, qui n'ont jamais vu de compétition. Entre le moment où ils ont juste suivi l'e-sport de loin, ils savent ce que c'est, et rentrer dans une salle et suivre une compétition à l'intérieur avec une ambiance. On se rend compte de quelque chose, qu'il se passe quelque chose, que c'est pas juste des gens qui viennent voir des gens jouer aux jeux vidéo, mais qu'il y a une vraie passion à suivre quelque chose qu'on comprend, il y a une passion à encourager des joueurs, des équipes. Je pense que dans l'image de beaucoup, regarder des gens qui jouent aux jeux vidéo, c'est juste regarder des gens avec une manette devant un écran, et pour eux ça n'a pas d'intérêt. Parce que l'intérêt du jeu, c'est forcément de jouer, quoi. Mais en fait, quand tu es spectateur, tu vois les gens pousser les limites du jeu auquel tu joues, parfois longtemps, parfois beaucoup, à un point où en fait c'est excitant, parce qu'il y a aussi derrière des affrontements, des résultats, des joueurs avec lesquels tu t'attaches, donc que tu as envie de voir gagner. Et donc quand tu rentres dans une arène avec du public pour la première fois, tu découvres vraiment ce monde-là pour moi. Tu le comprends beaucoup plus facilement, donc ça amène l'e-sport dans une autre dimension, bien sûr. Les meilleurs joueurs du globe s'étaient donné rendez-vous à Paris, avec un objectif. Battre les Français de la team Vitality, habillés en jaune et noir, et plus particulièrement venir à bout de Ziwo, considéré comme le meilleur joueur actuel de CSGO. Un statut qu'il a totalement assumé, en remportant le titre et en étant élu meilleur joueur de la compétition. D'avoir le Major à Paris, c'était forcément plus de pression pour Apex et moi, mais je pense qu'on a très bien su la gérer. On a tous les jours, pendant 4 mois et demi, on a travaillé dessus. On a travaillé sur notre mindset qu'on devait avoir chaque jour. On a pensé à notre plan aussi qu'on a fait il y a 4 mois et demi. Et je pense chaque jour, on a travaillé dessus. On s'est pas reposé. On a eu bien sûr des jours de repos, mais on a vraiment passé à tous les jours à gagner ce Major, et aujourd'hui on l'a fait. Un Français, vainqueur en France, qui symbolise la place prise aujourd'hui par l'Hexagone sur la carte du monde de l'e-sport. Pour comprendre comment la France en est arrivée à ce niveau, il faut revenir une dizaine d'années en arrière.
Nous sommes entre 2008 et 2010. À l'international, la pratique compétitive du jeu vidéo se développe peu à peu. C'est beaucoup plus ancien dans des pays comme les États-Unis, mais surtout la Corée du Sud en réalité, où en fait là-bas l'e-sport tel qu'on le connaît aujourd'hui, même le terme e-sport, donc qui inclut cette notion un peu de professionnalisme, c'est né en Corée du Sud. Les compétitions de jeux vidéo n'ont pas été inventées par les Sud-Coréens, mais ils ont créé cette structure professionnelle. Et là-bas, il y a des joueurs qui sont pros, mais même au-delà de ça, qui sont des stars dans le pays dès les années 2000, dès le début des années 2000, 2000-2001, il y a déjà des stars. Quand on réfléchit à l'évolution de l'e-sport en France et dans le monde, en fait, il n'y a pas eu de mouvement, on va dire, homogène. Et jusqu'aujourd'hui, quand on regarde au développement de l'e-sport sur la planète, le cycle, entre guillemets, de développement des États-Unis n'est pas le même que celui de l'Asie, n'est pas le même que celui de l'Afrique, n'est pas le même que celui de l'Europe. Il s'est passé un peu des choses quand même en Scandinavie. En Suède, on avait des joueurs pros assez tôt. Je pense à l'Allemagne aussi. Il y a eu, je pense qu'on peut retrouver des traces à peu près similaires. Mais là, je pense aussi à des équipes qui ont été fondées il y a longtemps, comme Fnatic, comme SK Gaming, dans ces pays-là. Alors qu'en France, les équipes aujourd'hui qui sont les plus populaires et qui existent vraiment depuis plus de 1, 2, 3 ans, c'est Vitality. On trouve finalement assez peu d'autres exemples que celui-là. Il n'y a pas eu une sorte de mouvement, tiens, ça vient de Corée, ça vient des États-Unis. Chaque territoire a eu sa propre histoire. Et nous, en France, on a eu cette particularité, effectivement, que c'est plutôt, moi j'appelle ça par le bas, que l'écosystème e-sport s'est développé. En France, l'ambiance n'est pas tout à fait la même que dans les gigantesques salles qui se remplissent pour StarCraft 2 en Corée du Sud. L'e-sport débarque à peine. La seule figure tricolore qui arrive à faire parler de lui, c'est Bruce Granek, alias La Machine, champion du monde sur FIFA en 2009. Mais il ne restera pas seul très longtemps. Au début des années 2010, la saga phare pour tout gamer, c'est la licence Call of Duty. Une scène e-sport se met en place autour du jeu. Voilà, la scène e-sport, c'était des sites internet sur lesquels on s'inscrivait et il fallait faire des tournois en ligne, envoyer les scores, rentrer les scores sur des sites. Après, ça c'est devenu beaucoup plus professionnel, il y a plein de structures qui ont commencé à vraiment s'y intéresser. Vitality est celle qui me vient la première en tête, notamment avec Gotha. Il y avait Millennium aussi à l'époque, et en fait ça a été... Au début, c'était des trucs où il y avait des gaming houses, les premières gaming houses en France qui commençaient à se créer. Nous, on en avait une à côté de Paris, à Levallois. Et en fait, c'était vraiment ce truc de on se retrouve à un endroit, on joue et on tente de perf. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est devenu un tel niveau de professionnalisme que je pense que le meilleur exemple aujourd'hui, c'est League of Legends en termes de joueurs professionnels. C'est vraiment impressionnant de voir qu'aujourd'hui, des joueurs pros de jeux vidéo sont aussi adulés dans certains pays, notamment en Corée du Sud, que des joueurs de foot. Donc c'est vraiment devenu quelque chose qui est impressionnant, quoi. C'était très drôle parce qu'il y avait cette ambiance où c'était les premiers tournois, il y avait un peu de fric à gagner, il y avait 200 €, quoi. C'était vraiment l'essence, le début du truc. Et il y avait le côté un peu trash talk où justement il y avait ce côté, quand quelqu'un gagnait un round, ça hurlait, les gens soutenaient à fond. Franchement, c'était une super ambiance. Je vais tous vous sortir, vous tous vous renvoyer chez vous. Vous êtes où là, hein? Je pense que c'est un truc à l'époque, même quand il y a eu Black Ops 2 avec les championnats du monde, moi j'avais été ça s'appelait le Code XP à l'époque, j'avais été voir ces championnats-là, c'était vraiment une ambiance de fou à travers le monde. Faire de la compète Call of, c'était un truc énorme. À l'époque, nous sommes bien loin des immenses arènes pleines à craquer. L'ambiance est beaucoup plus au LAN, ces réseaux informatiques physiques mis en place dans des hangars ou dans des salles de classe, au cours desquelles les joueurs rapportent leurs propres ordinateurs afin de pouvoir jouer. C'est l'occasion de voir émerger les premières figures populaires de l'e-sport en France. Les premiers visages de l'e-sport grand public, Gotaga, c'est évident. En fait, ça tourne autour de Vitality, de Millennium aussi à l'époque. Il y avait une grosse rivalité entre les deux. C'était beaucoup sur Call of Duty, donc on retrouve Brox, qui est aujourd'hui avec Gotaga chez Gentlemate, c'est marrant. Neo, qui est une des premières figures finalement aussi de l'e-sport pro et qui est encore là aujourd'hui. Puis après, bon, il y a aussi les premières figures sur League of Legends qui arrivent avec les débuts du jeu. Et en fait, le jeu a tellement marché très fort, très vite, qu'un gars comme Yellowstar a cartonné. Et puis, il ne faut pas oublier non plus Elki, c'est bête, mais Elki, début des années 2000, il part en Corée du Sud pour aller affronter les meilleurs Sud-Coréens et il devient une petite star là-bas, au point que des médias s'y intéressent aussi en France. Puis il y a Stefano aussi, sur StarCraft 2. Alors là aussi, ça arrive début des années 2010. Mais voilà, on a tous ces noms-là qui ont aidé à la popularisation de l'e-sport. Chacun a des degrés un peu différents. Gotaga, peut-être, c'était plus fort parce qu'il streamait à côté. Et donc du coup, ça a été un des premiers joueurs pro streamers qui a créé une communauté autour de lui. De son vrai nom Corentin Hussein, Gotaga est l'une des premières personnes à croire en l'avenir de l'e-sport en France.
Le secteur n'est alors que peu rémunérateur et il faut compter de grosses performances à l'international pour espérer vivre de cette passion compétitive du jeu vidéo. La Skyline qu'on avait fait, je crois qu'on avait gagné, je sais plus, 200 balles chacun, on était 4 à jouer. Et c'était vraiment impensable d'imaginer que ça pouvait être vraiment un métier à plein temps. Aujourd'hui, il y a carrément des écoles en Corée du Sud qui forment des joueurs professionnels de jeux vidéo. Mais Gotaga flaire qu'il y a potentiellement de grandes choses à réaliser dans un domaine qui a encore tout à développer. Dans cet objectif, il fonde en 2013 la team Vitality, avec Fabien Néo-Devide, Nicolas Morer et Kevin Brooks-George. Effectivement, à partir d'un moment, il y a une bascule, 2010-2011, entre 2010 et 2015, il y a eu ce basculement vers l'univers professionnel en France, et on a commencé à rattraper un petit peu cette logique de développement économique qu'on peut avoir sur d'autres continents. Gotaga, à l'époque, c'était vraiment la personne qui créait du lien entre les gens qui suivaient du Call of Duty et leur permettait de rester, de suivre, etc. et d'apprécier même, parce qu'il y avait une personnalité, un joueur qui était fort, et forcément c'est plus facile qu'avec des joueurs moyens de créer quelque chose. Mais ensuite, c'est surtout appuyé sur des performances, plus que sur des figures pour se développer, même si Néo est une figure, ça a été l'une des locomotives, et c'est encore une des locomotives en France de l'e-sport. Dans son sillage, d'autres structures made in France apparaissent. Aujourd'hui, il existe plus de 400 équipes e-sport en France. On peut citer Solari, Gentlemates, Mandatory, Aegis, Team LDLC, et bien sûr la Carmine Corp, structure lancée par le streamer et ancien joueur League of Legends Kameto et le créateur de contenu Prime, et exemple parfait du récit à succès de l'e-sport en France. La Carmine, c'est différent parce que ça tourne beaucoup autour de la personne de Kameto, mais ils ont dépassé un peu ce cadre-là grâce aux résultats de la Carmine et grâce aux figures à l'intérieur du club qui ont été mises en avant aussi grâce à Kameto, mais surtout grâce à leurs résultats, pour générer un soutien. Aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est qu'on est en train de devenir un des plus grands clubs au niveau mondial et qu'on est devenu le plus grand club au niveau français. Alors sur quoi ça se base? Nous, principalement, on va se baser sur le nombre de fans. C'est vrai qu'on est une structure qui est très populaire. On est présent sur la plupart des très grands jeux aussi, avec des équipes au plus haut niveau mondial chaque année. Et on est aussi des gros organisateurs d'événements, comme le KCX3 qu'on a pu organiser il y a quelques semaines, mois maintenant, avec 28 000 fans. Donc on est à la fois un trublion qui vient casser un petit peu les codes, en même temps un acteur principal autour duquel un peu tout le monde tourne et trouve un positionnement. Et en même temps, on a notre propre trajectoire qui est de se battre de plus en plus au niveau mondial et donc de devenir un référent de l'e-sport français, mais à un niveau mondial. Je pense qu'on sous-estime un peu l'identité qu'ont généré un peu ces clubs autour de leur structuration un peu au fil des années. Il y a vraiment quelque chose qui se dégage, des histoires à raconter, des équipes qui ont été performantes à un instant T. Peut-être ça crée une accroche qui n'est pas la même que dans le sport traditionnel où on est quand même très accroché à un club, un peu d'abord parce qu'il y a un point de fixation local, ensuite aussi beaucoup par les résultats et les figures qui se dégagent de ce club-là, mais on retrouve un peu ce truc-là dans l'e-sport quand même. Vraiment, on s'attache à l'histoire d'un club, à ses joueurs, aux résultats qu'ils peuvent faire. Et je pense que chez certains, c'est un peu humain en fait, juste d'essayer de créer un lien qu'on va conserver, qu'on va un peu chérir avec cette structure, avec ces structures. Lancée en mars 2020, la Carmine Corp est aujourd'hui l'une des 2 structures françaises les plus connues et les plus appréciées, si ce n'est la première. Capitalisant sur sa popularité, elle a réussi à susciter un engouement qu'aucune structure n'avait jusqu'alors connu. Une ferveur touchant plus loin que la sphère jeux vidéo, mais qui permet aujourd'hui à leur nom d'être connus du grand public. Le plus important, c'est de rester le leader français. Et il y a une partie importante de ça qui se joue au quotidien en continuant d'attirer de nouveaux fans et de réunir nos fans de cœur un peu plus chaque jour. Et ensuite en devenant un acteur mondial. Alors dit comme ça paraît simple, mais le but c'est déjà de participer à toutes les compétitions internationales. Parce que pour devenir un référent mondial, il faut être dans les matchs internationaux. Donc ça c'est accéder à des nouvelles ligues et puis ensuite avoir les meilleures équipes pour gagner tout simplement. Et petit à petit aussi de commencer à constituer ce qu'on appelle une fanbase
en dehors de seulement nos fans français, mais de croître petit à petit. Et c'est la trajectoire que l'on suit, mais sans jamais oublier d'où on vient. Et c'est ça qui est une de nos signatures dans notre ADN, c'est que nous sommes un club français. On est très fiers de cet ancrage national, donc on ne veut pas perdre de notre ADN en allant à l'étranger. On s'inspire beaucoup des modèles du football ou du basket, mais dans le football, on a toujours tendance à parler du Real Madrid, du Bayern de Munich ou même de Liverpool, qui sont des clubs connus mondialement avec des fans dans le monde entier, mais dont on est bien sûr qu'ils sont espagnols, allemands ou anglais. On ne peut pas douter de leur provenance. Donc on a un modèle qui est assez similaire dans notre croissance. Maintenant, il reste à l'e-sport un grand chantier, devenir mainstream. Comme Ziwo, ils sont aujourd'hui plusieurs Français à rayonner à l'international. Gluttony sur Super Smash Bros. Brawl, Bren et Otak sur Trackmania, Saken sur League of Legends. La liste des tricolores qui performent en e-sport ne cesse de s'allonger. Pourtant, leur nom reste encore inconnu en France. J'ai commencé assez tard aussi, j'ai commencé après mon bac, ce qui est assez rare au final pour beaucoup de joueurs. Et au début, c'est sûr, c'est pas quelque chose de commun. Et donc ça peut être compliqué à comprendre pour des parents. Mais je leur ai donné une certaine deadline au final pour voir si je pouvais y réussir dedans, si je pouvais montrer des très bons progrès et même des résultats. Et au final, ça s'est passé. Pour la plupart aussi des sportifs, ça commence sûrement par un hobby. Et quand on découvre qu'on est excellent dans un domaine, on va forcément continuer dedans et essayer de percer à niveau professionnel vu que c'est notre passion. Dans notre univers, on a un certain nombre de joueurs à la Carmine qui sont ce qu'on peut appeler des stars. Un niveau national pour certains, un niveau continental pour d'autres et un niveau mondial pour certains. Évidemment, on travaille de manière assez étroite avec les agents, puisque tous les joueurs majeurs ont des agents qui gèrent leur carrière, qui les aident à devenir justement des marques indirectement ou à tout cas à travailler sur leur image en tant que joueur professionnel. Et oui, on est destiné à avoir des très très grandes stars. Et je prends l'exemple, probablement la plus grande star de l'e-sport au niveau mondial, qui s'appelle Faker, qui est un Coréen. Et Faker n'a rien à envier dans son univers à un Kylian Mbappé dans son univers à lui. Pour que leur nom résonne maintenant dans les têtes de leurs compatriotes, il faut passer encore une vitesse dans le développement de l'e-sport en France. Et c'est ce qu'a entrepris la Carmine Corp. L'équipe de Kameto a acquis une place en LEC, la compétition européenne de League of Legends, et rejoint Vitality sur ce terrain. Mais surtout, elle devient la première structure e-sport à avoir son propre stade, puisqu'elle occupera à partir de 2024 les arènes d'Evry-Courcouronnes. Une manière de sortir définitivement le phénomène e-sport de son image très numérique, pour l'ancrer régulièrement dans la réalité. Le stade, déjà, pourquoi le faire? Parce qu'on peut le faire. Et à partir du moment où on a cette possibilité, on doit vivre cette aventure et le stade est une aventure dans l'aventure. Ensuite, de manière très pragmatique, nous, on adore réunir nos fans. Une de nos particularités, c'est que nos fans existent. Ils ne sont pas fictifs, ils ne sont pas seulement digitaux. Ils sont là et ils aiment se réunir et ils aiment voir nos joueurs jouer, nos joueuses jouer et ils aiment partager des moments ensemble. Donc on a cette volonté. Et ensuite, il y a des critères purement économiques. L'e-sport, à l'inverse du sport traditionnel, a très peu accès au stade et donc à la billetterie. C'est un manque à gagner important et nous, on se sent être capable de devenir les premiers à faire de la billetterie un vrai point de développement du club. Le stade de la Carmine, c'est une première en Europe, mais c'est quasiment une première mondiale parce que oui, il y a d'autres équipes en Chine par exemple qui ont leur propre stade et qui font venir des équipes, mais c'est pas comparable en termes d'ampleur par rapport à ce que va produire la Carmine, qui est une salle de près de, je sais plus si c'est 2 ou 3 000 personnes. Ça, un stade, une équipe résidente d'un stade de 2-3 000 personnes qui jouerait une à plusieurs fois par semaine en fonction des matchs qu'elle a, ça n'existe pas dans les sports. C'est une première vraiment mondiale. Encore une fois, oui, il y a des choses qui existent ici ou là, mais de cette ampleur-là, ça n'existe pas. Donc c'est assez fort quand même d'avoir réussi à faire ça. Avoir un stade, c'est également l'une des ambitions affichées de Vitality. Maintenant, pour la suite, on regarde comment faire encore mieux, encore plus grand, continuer pour Vitality à grandir internationalement. On a notre ADN français, notre fanbase française, mais on veut aussi aller conquérir de nouveaux territoires et continuer à faire de l'événement et qui sait peut-être un jour avoir notre propre stade, nos propres événements, etc. Donc c'est quelque chose qu'on regarde et on se projette dans l'e-sport du futur pour de nombreuses années à venir. Les acteurs de l'e-sport en ont cependant bien conscience. Il en faudra plus pour arriver au niveau des ambitions affichées. Heureusement, ils peuvent compter sur des renforts de poids, les pouvoirs publics et le gouvernement.
En juin 2022, Emmanuel Macron recevait à l'Élysée les protagonistes de la discipline pour en dresser leur éloge. Je pense qu'on peut vous aider à faire beaucoup mieux, à avoir au fond des femmes et des hommes encore plus heureux de vivre leur passion et de la vivre dans la durée. Et je pense en plus qu'on peut créer beaucoup de choses. On peut créer des contenus nouveaux et on peut créer énormément de valeur pour le pays et pour vous toutes et tous si on sait collectivement l'organiser, le porter et être une très grande nation de l'e-sport. Et moi j'ai envie de ça pour nous, tous et toutes. Un discours suivi des faits, puisque plusieurs mesures aidant au développement de l'écosystème e-sport ont vu le jour, comme l'alignement de la TVA des billetteries sur le théâtre et les événements sportifs, la faisant passer de 20% à 5,5%, et l'extension du passeport talent aux joueurs, joueuses et entraîneurs e-sportifs pour faciliter la venue de joueurs étrangers. C'est vrai qu'il y a des passerelles évidentes entre la pratique de l'e-sport et la pratique sportive. Il y en a d'autres entre la pratique de l'e-sport et les métiers du numérique. Deux activités que nous voulons encourager, l'activité sportive et la formation au métier du numérique. Et pour ces deux activités, l'e-sport et le jeu vidéo sont une porte d'entrée. On le voit ici, énormément de jeunes qui sont venus participer à ces finales. Et donc l'objectif pour nous, c'est de tirer le meilleur profit de ce développement de la pratique d'e-sport en France. Toute mesure qui vise à professionnaliser l'e-sport et à ne plus considérer l'e-sport comme un tiers-lieu numérique pour les geeks est formidable. Donc toutes les annonces gouvernementales vont tout à fait dans la bonne direction et France e-sport, nous les clubs et tous les gens qui sont dans cet univers, on s'est battus pour ça, donc on est extrêmement heureux tant de notre capacité plus forte à attirer les meilleurs talents mondiaux, parce que tout simplement faire venir des joueurs, c'est juste attirer les meilleurs talents mondiaux, ce qui est une évidence dans le football ou dans le rugby, donc on veut juste avoir la même évidence en ce qui nous concerne. Avant d'atteindre sa maturité, le secteur de l'e-sport a encore énormément de chantiers à terminer. Son modèle économique cherche aujourd'hui à se stabiliser. Le statut d'e-sportif n'existe pas encore et la question de l'encadrement des joueurs mineurs est aussi en suspens. Il y a plein de choses pêle-mêle qui peuvent être intéressantes. Ce qu'on pourrait un e-sport études, plus ou moins comparable au sport études, est quelque chose qui est très important pour nous. On a un club avec une équipe académique dans lequel il y a parfois des mineurs et on aimerait que les mineurs qui ont un talent extraordinaire dans l'e-sport, quel que soit le jeu, puissent avoir le bac en même temps qu'ils vivent de leur talent et de leur art en tant que professionnels du jeu vidéo. C'est pas une évidence aujourd'hui, c'est assez difficile et on aimerait que ça se facilite. L'e-sport en France, son évolution à court terme, je pense qu'elle est très liée en fait, déjà au club. Parce qu'aujourd'hui, vraiment les grosses locomotives, ça reste Vitality, la K-Corp, Solari, Gentlemaids qui vient d'être créé et qui a un potentiel immense dans ce milieu-là. Il y en a d'autres derrière, mais c'est peut-être les plus importants aujourd'hui, c'est les 4 plus... C'est le quatuor de leaders, on va dire, en France. Donc je pense que ça va tourner aussi beaucoup autour de comment ces structures-là vont continuer à se développer. Maintenant, on peut imaginer plein de choses. Moi, ça fait longtemps que j'aimerais bien avoir de l'e-sport études concrètement. On voit déjà des premières choses qui se créent ici ou là. Il y avait la Tony Parker Adequate Academy qui était liée à LDLCOL, qui avait créé ce cursus-là. Ça existe maintenant dans d'autres lycées qui tentent un peu des choses en France. Je pense aussi qu'on va voir entrer l'e-sport là où on ne l'attend pas. Au même titre qu'on envoie son gamin faire du foot ou du basket, je pense que dans quelques années, ça sera une pratique comme une autre. On aura le club d'e-sport local où on enverra son gamin dans les écoles. Je pense qu'on arrivera à avoir aussi des cours d'e-sport. Alors il y a le lycée Pierre de Coubertin, par exemple, à Nancy, qui a créé une classe e-sport. Ça casserait les codes, ça permettrait d'avoir des générations de jeunes talents français qui émergent au plus haut niveau mondial. Enfin, et vous l'aurez peut-être remarqué, il n'y a trace d'aucune femme dans ce rapide résumé de l'histoire, certes récente, de l'e-sport. Non pas qu'il n'y en a aucune, mais leur présence à haut niveau est rare. Selon le baromètre 2023 de France e-sport, les femmes représentent la moitié des joueurs grand public. Par contre, elles ne composent que 7% des e-sportifs amateurs, c'est-à-dire ayant déjà participé à une compétition de jeux vidéo. Les jeux vidéo très globalement, et par-dessus ça, la compétition, ça a toujours été un truc de mec. Ça a été vendu comme ça a été brandé comme ça. Même les éditeurs de jeux eux-mêmes, globalement, le disaient que les jeux étaient designés avant tout pour des hommes. C'est assumé. Donc forcément, il y a quand même beaucoup de retard à rattraper, beaucoup de choses à rattraper pour
que la place accordée aux femmes soit plus importante qu'elle ne l'était hier et qu'elle ne l'est aujourd'hui. Quand on est e-sport, est-ce qu'on peut se dire on va se priver de 50% de la population ou 50 et quelques pourcents de la population mondiale? Non. Surtout dans une discipline qui est mixte en fait, qui ne fait pas de différence physique. On a eu des exemples de femmes dans des équipes mixtes à très haut niveau, sur Overwatch, sur Rainbow Six, il y en a eu sur League of Legends aussi. Sur StarCraft, il y a eu des femmes qui étaient assez fortes. Tu as parlé de Kayane aussi, qui était capable de mettre des claques à pas mal de gens sur les jeux de combat. Mais c'est encore peu d'exemples finalement par rapport à ce que ça devrait être en théorie. En pratique, c'est effectivement plus compliqué. Mais les choses bougent et des initiatives ont vu le jour pour permettre aux femmes de se développer dans l'univers de l'e-sport. De nos jours, il y en a de plus en plus, des équipes féminines, notamment avec Valorant, qui est arrivé très très fort sur la scène, qui a pu aussi donner beaucoup de chance et d'opportunités à notre scène féminine à nous. Et puis ça a évolué tranquillement au fil des années et maintenant on peut dire qu'on a une vraie scène, un vrai environnement dans lequel on peut jouer nous de notre côté en tant que femmes et puis par la suite à long terme peut-être intégrer d'autres équipes masculines. Pour l'instant c'est vrai qu'on a une scène féminine dans laquelle on peut évoluer tranquillement sans trop faire face à certaines difficultés si on mixait aujourd'hui maintenant les scènes. Mais c'est vrai qu'à long terme, oui, c'est le but de pouvoir jouer normalement avec des équipes mixtes et ça prendra le temps qu'il faudra, mais ça arrivera. On voit quand même des signaux positifs avec ces compétitions féminines qui sont parfois très suivies, des clubs, des top clubs qui recrutent des équipes féminines. C'est vrai en France, chez Vitality, chez la K-Corp, c'est vrai aussi en Europe, chez G2 par exemple. Ça va prendre du temps ça aussi, mais on doit arriver à ce truc-là où en fait, les femmes ont d'abord leur propre compétition à elles pour se développer en tant que joueuses professionnelles, pour ensuite faire émerger des talents qui sont en mesure d'intégrer des équipes mixtes parce qu'elles sont plus fortes en fait, que les concurrents qui pourraient prendre leur place. Voilà pour ce documentaire signé Florian Huvier. Et nous sommes donc avec Emma Béziot-Le Pochat. Bonjour Emma. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter ? Alors, j'ai été pendant longtemps commentatrice sur le jeu Valorant, qui est le jeu émergent de ces 4 dernières années. Et aujourd'hui, je suis Chief of Staff chez Karmine Corp. Là, on a un petit anglicisme. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste votre métier ? C'est un titre excessivement pompeux, hérité des Maisons Blanches et qui a été pris par l'entrepreneuriat américain normalement et qui globalement signifie que je gère l'opérationnel quand le grand chef n'a pas le temps de pouvoir le faire et je l'aide à sa tâche de manière générale. À vos côtés, Nicolas Morer, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes patron. Ouais, en français, voilà, très bien, c'est ça. Patron, cofondateur de la team Vitality. Emma, on l'a vu dans le documentaire, je commence avec ça, la présence des femmes dans le e-sport, c'est pas encore ça. On voit d'ailleurs que ceux qui dirigent sont des hommes. Est-ce que vous êtes là pour nous dire le contraire ou est-ce qu'il y a encore du boulot ? Il y a encore beaucoup de travail. D'ailleurs, dans le documentaire, on voit notre ancienne capitaine du roster féminin sur Valorant, qui s'appelle Lyrilia, qui a été du coup un peu le fer de lance aussi de ce genre de mouvement, puisque avec beaucoup de ses comparses dès les premières années du développement e-sportif féminin, notamment sur Counter-Strike, qui est un titre qui a lancé un peu justement la scène féminine. Il y a déjà de ça plusieurs dizaines d'années. On a reçu déjà un premier flot de joueuses qui a réussi à se professionnaliser, mais on voit que globalement, elle manque de soutien et même globalement de moyens pour pouvoir s'élever au niveau masculin notamment. L'idée étant qu'il y a beaucoup d'initiatives qui les aident aujourd'hui, notamment à travers Riot, donc l'éditeur de Valorant, qui a construit un circuit féminin exclusivement donc dédié à la cause féminine, un écosystème qui évolue en vase clos pour leur permettre justement d'avoir une safe place, comme on l'appelle, donc un espace où elles se sentent pas forcément menacées par des critiques ou des problématiques sociétales, bien évidemment, et qui leur permettent potentiellement de s'épanouir et de revenir au meilleur niveau potentiel d'ici 5-10 ans. C'est la promesse en tout cas faite par cet éditeur. Nicolas Morer, est-ce que vous pouvez nous
décrire concrètement avec des mots simples ce qu'est le e-sport? On vous pose cette question souvent, mais je vous la repose quand même. Oui, repartons du début, c'est important. C'est la compétition professionnelle de jeux vidéo. Donc ça va être souvent dans des jeux vidéo sont collectifs, des affrontements des meilleures équipes de France, d'Europe, du monde en fonction des championnats et des coupes qu'on vient regarder. Très souvent, le plus souvent dans des lieux physiques, donc des stades, des arènes, ça c'est un point important qui n'était sûrement pas intuitif avant la diffusion du documentaire. Maintenant, je pense que c'est plus clair pour tout le monde et c'est ce qui fait la saveur de l'e-sport. Donc fondamentalement, c'est les meilleurs joueurs dans les meilleures équipes qui vont s'affronter pour remporter des titres sur le modèle du sport traditionnel, de championnat, coupe. Voilà, chaque jeu est organisé différemment, mais fondamentalement, c'est la compétition et c'est les meilleurs qui s'affrontent. C'est ça. Ce qu'il faut bien comprendre aussi dans le e-sport, c'est que ça regroupe plusieurs disciplines. On ne peut pas comparer tel jeu avec tel jeu comme on ne compare pas la natation avec, par exemple, du tennis. Exactement, donc l'e-sport c'est une variété de compétitions sur différents jeux vidéo, différentes typologies de jeux. Donc on a les jeux les plus populaires dont on a pu voir des images dans le documentaire. Counter-Strike qui est un jeu de tir en 5 contre 5. League of Legends qui est un jeu stratégique en temps réel, là encore en 5 contre 5. C'est des jeux extrêmement différents et ça va être, et bien d'autres, hein, Valorant, Rocket League, etc. Et chacune de ces compétitions, chacun de ces jeux peut être suivi par des publics différents. Alors il y a des consommateurs qui vont regarder plusieurs e-sports, de la même manière qu'il y a des fans qui regardent tennis, football et basket. Voilà, il y a plusieurs typologies de fans, mais fondamentalement, c'est des disciplines très différentes. C'est juste le mécanisme principal, jeux vidéo, qui les relie, mais c'est des circuits, des organisations différentes et parfois des publics différents. Emma, vous êtes aujourd'hui une des dirigeantes de K-Corp, mais avant cela, vous êtes un peu passée par toutes les étapes. Vous avez été joueuse, vous avez été aussi commentatrice de jeux vidéo. Oui, tout à fait. Ça, c'est vraiment, j'ai pu entendre certains de vos commentaires. On a vraiment l'impression que vous êtes en train de commenter un match de foot. C'est assez incroyable. Bah, il y a ce que vous venez de vous dire, ce que vous venez de dire, pardon, excusez-moi, j'en perds mon latin, montre deux choses dans notre industrie. La première, c'est le fait qu'on peut parvenir à des sphères plus ou moins hautes de façon purement méritocrate. Enfin, j'aime à le penser. L'idée étant que le terreau est encore jeune et encore frais, et donc on peut y planter n'importe quelle graine et les voir pousser sans aucun problème. L'idée étant que globalement, en tout cas c'est une des avancées de la Carmine Corp, c'est un recrutement général qui met en avant davantage les capacités plutôt que les diplômes, etc. Donc à travers ça déjà, l'e-sport de manière assez générale et en tout cas dans les entreprises qui ont été créées récemment permettent une autre porte d'entrée dans un monde compétitif sur le plan du marché du travail pour des jeunes avec un avenir potentiellement incertain ou ce genre de choses. Deuxièmement, le fait de commenter relève du journalisme brut qui, lui, emprunte tous ses codes à ce qu'on connaît à travers du tennis, à travers le football, etc. Et dans cet ADN-là du commentary, nous, on a gardé cette structure-là et on y ajoute le fait d'une proximité directe avec le public, puisqu'on a accès directement à un chat qui réagit à ce qu'on dit. Pour arriver au meilleur niveau en haut de l'affiche, c'est beaucoup de travail. Mais pas que. Il faut d'abord beaucoup de talent. En réalité, c'est des univers extrêmement compétitifs. Moi, je pourrais jouer 20 heures par jour à League of Legends. J'aurais jamais 5% des capacités d'un joueur professionnel. Il faut d'abord poser les bases. Comme tout univers compétitif, il y a des gens qui sont naturellement très doués, câblés, qui ont les capacités de décision, de réflexe et tout un tas de qualités qui sont nécessaires. Donc non seulement les capacités physiques, alors ça paraît pas évident puisqu'on se dit c'est pas du football, du basket, ils sont pas en train de courir, mais il y a... Oui, c'est vrai d'ailleurs, je réagis là-dessus. Oui, on dit souvent oui, le e-sport c'est pas du sport parce qu'on n'est pas en train de suer et d'ailleurs on reste assis pendant 8 heures devant un écran. Et il nous faudrait plus de 26 minutes pour parler de la question Voilà. sport ou pas sport. Moi, je le dirais assez simplement. Est-ce que le tir au pistolet aux Jeux Olympiques est un sport? Certains diront oui, certains diront non. Je n'ai pas la réponse toute faite. Ce que je sais, c'est que l'e-sport, c'est l'affrontement des meilleurs du monde sur une discipline qui nécessite énormément de talent, de travail, de concentration et de travail collectif. Et c'est en ça que c'est intéressant. Est-ce que c'est du sport ou non? Je laisse chacun en juger. C'est pas très important à mon sens comme question. Et pour revenir justement à la question précédente, il faut d'abord beaucoup de talent.
faut être prédisposé à ça. Et ensuite, il faut bien sûr beaucoup de travail. Énormément de jeunes talentueux veulent être en haut de l'affiche. Là-dedans, il n'y en aura qu'une toute petite fraction qui va y arriver. Et comment on y arrive justement? À Alors- quel moment il y a un déclic? À quel moment on se dit, ah bah attends, moi c'est bon là, c'est sûr je vais être pris dans Vitality ou K-Corp, n'importe quelle équipe. Alors, ça diffère un peu des processus de recrutement qu'on peut voir dans le sport, mais de la même manière que dans le sport, il y a des façons de faire, des façons d'être repéré. Sur beaucoup de jeux, aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle du matchmaking. Là, je fais un anglicisme. C'est des systèmes qui permettent d'opposer les joueurs en fonction de leur niveau. Donc déjà, les joueurs qui sont talentueux vont assez vite monter dans les échelons, dans les rangs, et ils vont commencer à se faire repérer par les Là c'est en ligne, à chaque fois on joue Là, en on ligne. se parle de jeux en Complètement, ligne. ouais. Le joueur est chez lui, il se lance une partie de League of Legends, il va devenir gold, diamant, master. Là, on arrive à des niveaux où les gens commencent à se dire ah, ce gamin-là, il est pas mauvais. Et puis, en fait, c'est un petit univers, le très haut niveau dans les systèmes de matchmaking dans les jeux. Donc, voilà, les joueurs commencent à se faire repérer. Mais il y a un monde d'écart entre être doué, avoir du talent, du potentiel et devenir un joueur professionnel dont c'est le travail quotidien, qui travaille dans une équipe, qui a un contrat, qui doit jouer aux jeux vidéo, qui doit performer dans un environnement compétitif stressant, qui est sous le feu des critiques des fans, qui doit faire des obligations médias, partenaires, etc. Donc l'enjeu pour nous, c'est repérer les meilleurs talents et ensuite les transformer en vrais professionnels. Voilà, des vrais professionnels, des e-sportifs de haut niveau qui ont toutes les cordes à leur arc et qui sont bien entourés, bien structurés. Donc ça commence par cette phase où le talent parle et on commence à repérer beaucoup de joueurs, mais derrière, c'est un univers très compétitif. Certains vont signer dans des équipes de plus bas échelons et tenter de faire leurs preuves et de monter vers le niveau professionnel. Voilà, il y a beaucoup de manières, mais fondamentalement, il faut beaucoup de talent, beaucoup de travail pour arriver tout en haut. Au départ, on est chez soi, on joue tout seul. Un jour, on rentre dans une équipe. Et qu'est-ce qui se passe après? C'est quoi finalement le business model du e-sport une fois qu'on a réussi à intégrer une équipe? Alors déjà, je pense qu'il faut noter que la professionnalisation du milieu, elle arrive par vagues, en fait. Il y a encore des équipes qui, aujourd'hui, sont constituées, ce qu'on appelle des mix, par exemple, sur n'importe quel jeu, sont constituées d'athlètes qui n'ont pas réussi à trouver de contrat et qui se fédèrent autour d'un projet commun pour essayer de montrer que même sans ces sponsors, etc., qui viennent généralement rémunérer tout simplement les équipes et l'industrie et les écuries de manière générale, donc qui sponsorisent tant les tournois que une partie des écuries, transvase aussi une partie de l'argent des éditeurs vers les équipes pour les éditeurs, c'est les éditeurs de jeux. Exactement. Qui vont injecter de l'argent. Quand vous parlez de Riot tout à l'heure, par exemple, on peut parler des ligues fermées. Les ligues fermées, c'est un système équivalent à ce qui se passe dans le milieu du basket ou la NBA, où les équipes partenaires, du coup, sont aussi rémunérées, touchent de l'argent de la part de l'éditeur pour exister et créer des projets en conséquence et être tout simplement compétitif sur le marché et dégoter les meilleurs athlètes. Mais si on revient, donc là on parle du plus haut niveau fondamentalement, si on revient sur l'échelle 0, c'est ce qu'expliquait Nicolas, c'est-à-dire qu'en fait, dans l'idée, au tout début, il faut une vie de sacrifice. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne met peut-être pas suffisamment en avant. Il y a beaucoup d'étoiles dans les yeux de beaucoup de jeunes quand ils regardent ce qui se passe, mais la réalité, c'est que c'est parfois des années entières à vivre au crochet d'une situation précaire. Il y a des jeunes qui font ça comme deuxième travail, qui font des mi-temps à Leclerc, qui sont caissiers, etc., qui sont encore à McDo et qui triment toute la journée pour espérer réaliser leurs rêves aussi. Qui triment toute la journée et qui jouent la nuit et qui Exactement. dorment quand? Mais c'est la vie aussi en 2024 et c'est la réalité du monde e-sportif aussi. Il ne faut pas noter qu'il y a uniquement ça, puisque l'équilibre global des joueurs est très important. C'est notamment ce qu'on traverse, nous, chez Karmine Corp, que vous avez déjà rencontré, vous, chez Vitality, à savoir l'inclusion d'un pôle performance qui accompagne l'éducation, entre guillemets, des jeunes ou des professionnels. Oui, parce globaux. que là, il y a des mineurs qui Bien sûr. forcément vont être plus vifs que ceux qui sont un petit peu plus vieux. Exactement. Et qui d'ailleurs bougent assez vite du marché. Est-ce que, bon, j'exagère un peu, mais est-ce que justement il y a des droits au niveau des mineurs? Est-ce que tout ça est très bien encadré? Alors oui, ça a beaucoup progressé. D'abord sur les âges et en effet comment ça impacte la performance. En effet, comme en sport, les plus jeunes ont souvent des capacités physiques, là en l'occurrence dans l'e-sport, des capacités de réflexe, de coordination œil-main qui sont supérieures et que ça va décroître avec l'âge en effet. Et donc, comme en sport, on va avoir les
plus vieux qui vont compenser par l'expérience, le leadership. Donc on voit vraiment des parallèles très clairs avec le sport et ça a quand même beaucoup progressé puisque quand nous on a commencé, Vitality ça fait 10 ans, il n'y avait quand même pas une grande longévité des e-sportifs parce que ça manquait de structure autour d'eux. Donc fondamentalement, ils s'entraînaient toute la journée. Et en fait, au bout d'un moment, je pense que même si c'est une passion, quand on fait ça 5 ans tous les jours de l'année, on en a marre, pas plus compliqué que ça. Et donc, je pense qu'ils décrochaient à 25 ans maximum. Aujourd'hui, avec le niveau de structuration et de professionnalisation qui est mis en place, les régimes d'entraînement sont beaucoup plus cadrés, beaucoup plus optimisés. Et donc, les joueurs ont du temps libre, ils font du sport. C'est beaucoup mieux fait. Et donc, on a maintenant beaucoup de joueurs qui vont beaucoup plus loin. Notre capitaine sur League of Legends a fêté ses 31 ou 32 ans il y a quelques jours, Apex, sur Counter-Strike, pardon, Apex, qui vient de gagner le Major que vous avez vu dans le documentaire. Et là, c'est nouveau dans l'e-sport, ces phénomènes-là, donc d'avoir des joueurs qui durent, qui marquent l'histoire de leur sport. Et donc voilà, ça c'est assez nouveau. Et sinon, donc cette question des jeunes, en fait, les ligues vont avoir des règles. Par exemple, sur League of Legends, on peut être en LEC, la Ligue européenne majeure, à partir de 18 ans seulement. Et je crois à 17 ans en LFL. Ou 16 ans, la Ligue française. Sur d'autres jeux, les règles peuvent changer, mais fondamentalement, les éditeurs protègent quand même l'écosystème, ce qui fait que nous, côté équipe, on a des règles claires avec lesquelles travailler. Donc, il n'y a pas trop de phénomène de mineurs très jeunes, de 13 ans, qui voudraient percer en pro. Il faut qu'ils prennent leur mal en patience et surtout qu'ils développent leur talent et puis qu'ils attendent le jour J pour aller dans les grandes ligues. Il y a un marché français, évidemment, mais il y a un marché mondial. Et donc, est-ce que, comme dans le foot, il y a des mercatos? C'est-à-dire, tu as vu ce joueur, OK, on va l'acheter. Est-ce que la France, d'ailleurs, peut se permettre d'acheter des joueurs de Corée, par exemple? Parce que c'est là-bas que ça explose. Oui, il y a un mercato. Il y a vraiment cette façon de procéder, là encore, qui reprend les codes du sport. Les joueurs sont sous contrat, mais peuvent vouloir changer d'équipe. L'équipe peut vouloir les changer. Une top équipe peut repérer un joueur très talentueux dans une équipe un peu de second rang et se dire il faut que j'aille acheter ce joueur. Donc l'autre équipe a le joueur sous contrat. Elle va vouloir ou non le vendre pour un prix de transfert. Sur Counter-Strike, par exemple, c'est vraiment un environnement mondial. On a signé à des joueurs danois d'une équipe légendaire Astralis. Ensuite, on a aujourd'hui des joueurs israéliens dans le roster. Donc, c'est tout à fait mondial et mondialisé. Et nos anciens joueurs français de Vitality sont allés dans des équipes anglaises ou d'autres nationalités. Donc, ça bouge beaucoup selon les jeux. Et Counter-Strike est le meilleur exemple de ça, puisque c'est un jeu où il n'y a pas vraiment de circuits nationaux. Toutes les compétitions sont mondiales. Et tout à l'heure, on parlait au début de ce débat de l'importance des arènes, des stades, où finalement les joueurs se retrouvent en vrai. Ça aussi, c'est hyper important. C'est important, mais c'est quelque chose de nouveau. Dans le documentaire, on en parle justement comme étant l'une des premières en Europe, si ce n'est au monde. On a pris, Paul Arrivé a pris l'exemple de la Chine, mais c'est un épiphénomène en réalité. C'est un pari qui répond, comme on le disait et comme Arthur a pu le dire dans le documentaire, à une demande croissante de pouvoir potentiellement se réunir aussi autour d'athlètes et d'athlètes de façon pluridisciplinaire. C'est-à-dire que, comme on vous l'a dit, Carmine Corp, par exemple, présente un large panel de jeux sur lequel il officie et on a envie de proposer aux fans une possibilité de pouvoir se réunir autour de toutes ces différentes disciplines-là. Et le stade est la meilleure façon de pouvoir centraliser cette demande-là et d'y répondre globalement. Qu'est-ce qui fait qu'on va choisir une équipe plutôt qu'une autre? Je sais que ma question va peut-être vous paraître un petit peu débile, mais qu'est-ce qui fait que je choisis la K-Corp ou Vitality? Il y a une ADN, c'est quoi la différence? Ça, c'est la question du supporterisme finalement qui n'a pas de réponse toute faite. Pourquoi on est fan de tel club ou d'un autre? C'est souvent, il y a plusieurs mécaniques. Il y a très souvent, à un certain âge, quand on est jeune, un club qui cartonne et qui peut rester son club de cœur pendant des années. C'est pour ça que mon papa me parle encore de Saint-Étienne, alors que pour ma génération et même celle encore après, ça n'intéresse pas grand monde. Désolé pour les Stéphanois, je leur fais une petite pique gratuite, mais c'est un bon phénomène. Ceux qui ont grandi avec la domination de Lyon en Ligue 1 ont pu être fans, et ainsi de suite. Donc il y a souvent un attachement émotionnel qui se crée assez jeune. Ça, c'est une première chose. On peut être fan d'un joueur, devenir fan d'une structure parce qu'on suit un joueur. On voit que par exemple chez Vitality, on a signé certains joueurs qui ont amené avec eux en quelque sorte leurs fans, et nous, notre mission, c'est de les faire devenir derrière des fans de Vitality. Ça, c'est un autre phénomène. Et puis le phénomène sur lequel je te passerai sûrement la main, c'est le phénomène des influenceurs qui peuvent bien sûr drainer un nombre de fans qui deviennent derrière fans de la structure.
C'est ça, vous allez aller chercher finalement d'autres médias pour essayer d'attirer plus de monde. En fait, c'est différent. Tout à l'heure, on parlait de vagues e-sportives. Là, c'est complètement le cas. Il y a une structuration du côté de Team Vitality où on a voulu répondre à la demande de créer et d'entreprendre une entreprise e-sportive et du coup d'affairer des gens comme on crée une entreprise classique autour de la tâche en question. Et nous, c'est différent. Nous, notre force, entre guillemets, elle vient de notre ancien CEO, de la personne qui intègre et qui incarne le projet, à savoir Kamel Kebir, Kameto, qui, lui, pour le coup, est un référent de base qui produit des live streams. Donc, il est en direct tous les jours sur sa page de stream personnel, de la même façon qu'il y a en permanence des actualités sur BFM ou ce genre de choses. Lui, pour le coup, va en permanence nourrir. Et il a son une stream, énorme etc. communauté. Tout à fait. Et cette communauté-là, elle est intrinsèquement liée à ses désirs à lui de percer sur l'intégralité des jeux e-sportifs et de gagner. Donc, c'est sa mission à lui de gagner tous les titres mondiaux sur tous les jeux vidéo qui existent. Et à travers ce storytelling-là, des fans s'y sont greffés et le produit s'est émancipé petit à petit de l'image de Kameto pour exister à part entière et devenir la Carmine Corp. Peut-être pour compléter ça, ouais, peut-être pour compléter et donner le schéma global. Si je fais vraiment très vite, nous, on essaie de gagner les meilleurs titres mondiaux comme le Major de Counter-Strike. On crée cet attachement via la performance, ce qui ne nous empêche pas derrière d'avoir des joueurs et une marque qui a de l'influence. Et c'est un peu dans l'autre sens que ça marche pour Carmine. Il y a d'abord l'influence qui doit amener derrière vers la performance. In fine, on est des clubs qui veulent gagner, mais voilà, c'est des typologies un peu différentes et une structuration différente. Voilà. Vous vous rencontrez, vous vous parlez pour essayer que ce sport soit plus connu. Bah, oui, les clubs, c'est un petit univers. Finalement, le monde des clubs professionnels, que ce soit en France ou dans le monde, on se parle dans le monde d'une cinquantaine de top clubs très bien structurés. En France, quelques-uns, une petite poignée. Donc évidemment, on se parle souvent. On est concurrents et on espère battre l'autre régulièrement sur les différents jeux. Mais fondamentalement, on a un intérêt commun de faire grandir l'e-sport, de créer des ligues plus grosses, une plus grosse audience. Et dans ce sens-là, on est aussi des partenaires de business. Donc oui, on se parle régulièrement entre équipes, avec les éditeurs également. Voilà, c'est un écosystème qu'on a tous intérêt à faire grandir ensemble. Le business, on parlait mercato tout à l'heure. Ça gagne combien un joueur de e-sport, un pro? Je sais que c'est un sujet tabou, vous n'allez pas me répondre. Pas tellement que c'est tabou, c'est un peu la question marronnier, mais c'est normal qu'elle revienne tout le temps parce que les gens sont curieux et puis ça donne des indicateurs. Donc si je peux dire, sur League of Legends au plus haut niveau mondial, les meilleurs joueurs ont pu gagner plusieurs millions d'euros par an. League of Legends. Sur Counter-Strike... Mais là, on parle aussi des revenus avec les sponsors, les marques, etc. Je parlais que du salaire des joueurs. Je parle aussi des tout meilleurs. C'est là aussi, comme dans le sport, il va y avoir les étoiles tout en haut, ceux qui brillent, ceux qui font la différence, parce que c'est un univers compétitif, comme je disais, et pour gagner, il faut les meilleurs joueurs. Ça ne suffit pas d'avoir les meilleurs joueurs pour gagner, mais en tout cas, on gagne difficilement sans les meilleurs, on va le dire comme ça. Sur Counter-Strike, on peut tourner autour du million d'euros pour les meilleurs. Voilà. Et après, il y a des grandes disparités, et ça peut descendre assez vite, selon les niveaux des structurations des scènes. Donc, il ne faut pas que voir le haut de la pyramide et ce qui brille, il faut aussi voir les conditions d'accès, les circuits pour les plus jeunes joueurs et les aspirants, et selon les jeux, ce n'est pas développé de la même manière. Voilà. Aujourd'hui, quand vous entendez parler de e-sport dans des médias traditionnels, si on peut utiliser ce terme-là, est-ce que vous pensez qu'on parle bien de votre discipline ou que parfois c'est un petit peu caricatural? Il y a quand même encore quelques dizaines d'années, une bonne dizaine d'années encore, on parlait de l'effet potentiellement addictif des jeux vidéo, etc. Donc, dans sa globalité, les mondes numériques ne sont pas forcément bien connus. Avec l'arrivée de notre génération sur des postes un peu plus clés et sur le devant de la scène, et avec plus de représentativité à travers les médias, etc., ça évolue aussi, il ne faut pas se leurrer. L'idée étant que l'e-sport en lui-même est déjà globalement incompris par ses acteurs à certains moments, donc c'est encore plus compliqué de l'expliquer à des gens qui n'y connaissent rien. Mais le parallèle avec le sport aide énormément et je pense que c'est la clé de compréhension de notre milieu de manière générale. Oui, c'est ça, on parle d'addiction, on reste assis, mais finalement, quand on a un job normal, on reste aussi assis derrière son ordinateur. Oui, et puis ce qui est marrant, c'est que ça fait quelques années par exemple que l'équipe a une page e-sport
Et on retrouve toujours, on ne rate jamais les commentaires sous les articles. Ah, mais c'est des gens qui mangent des chips devant leur écran. Assez amusant quand on oppose le cliché de celui qui est du spectateur de football qui regarde le foot en mangeant des chips sur son canapé. Donc ça, finalement, il y a des similitudes. On peut en rigoler. La réalité, c'est que le joueur d'e-sport est comme un professionnel de sport. C'est quelqu'un qui dédie tout son temps, qui a une infrastructure autour de lui pour aller chercher le plus haut niveau de performance possible. C'est des professionnels de très haut niveau. Et que le spectateur d'e-sport, et comme le spectateur de sport, ça recouvre une vaste réalité de gens qui ont tout un tas de façons de consommer l'e-sport. Mais donc, c'est vrai que c'est quand même important de souligner la nécessité, finalement, de se bouger physiquement, mais comme dans tout métier. Nous, quand on a mis assez tôt en place, c'était assez précurseur sur la question des pôles de performance. Et en réalité, on voit que dans toute discipline, pour gagner, il faut travailler tous les aspects. Quand on arrive au plus haut niveau, c'est des tout petits points de pourcentage qui font la différence. C'est une décision à un instant T d'un match de 3 heures qui peut renverser le match. Donc, il faut travailler tous les aspects. Et évidemment, on ne va pas dire que pour performer en e-sport, il faut courir un marathon régulièrement. Ça n'aurait pas de sens. Par contre, avoir une très bonne condition physique, une bonne hygiène de vie, un bon sommeil, ça fait la différence pour rester au plus haut niveau, concentré pendant des heures pour donner le meilleur de soi-même. Donc, c'est vraiment ça. Vous voyez où tous les deux dans 10 ans ? Alors, je vais parler de Vitality d'abord. Nous, notre but, c'est d'être le plus grand club mondial qui remporte les trophées les plus importants, comme on a pu le faire avec le Major Counter-Strike, mais on a envie de continuer. Donc, on se voit dans un monde, on se voit l'un des top clubs dans un monde où l'e-sport est justement beaucoup plus mainstream, a pris beaucoup plus de place, où il y a encore beaucoup plus de fans et d'engagement. Voilà, mais on veut être tout en haut, évidemment. Et vous, Emma ? Oui, à peu près la même chose. On parle de 148 millions de spectateurs e-sportifs cette année. Pour une prévision en 2026, il me semble, élevé à 500 millions. Donc c'est énorme et ça gagne évidemment en visibilité. Donc tout ce qu'on souhaite à l'e-sport et à notre club de manière générale, c'est d'embrasser le mainstream et du coup la population de manière générale dans son ensemble. Et surtout, évidemment, de continuer sur notre perspective d'évolution, de structuration, d'aller chercher d'autres jeux, d'être toujours plus compétitif dans ceux qu'on sert évidemment. Toutes les scènes globales dans lesquelles on est actif présentement, on veut y remporter des matchs et des titres clés. Donc je pense que c'est tout ce qu'on peut souhaiter à Karmine Corp pour les années à venir. Et ça passera forcément par aller jouer dans des arènes, dans des stades. Oui, bien sûr. Là, par exemple, on a bientôt, nous, le Major Counter-Strike à Copenhague. Il y a celui à Shanghai en fin d'année. Voilà, toute l'année est jalonnée d'événements incroyables. Et on a cette chance-là de voir un peu des fans partout dans le monde qui sont passionnés d'e-sport. Et c'est ces expériences assez incroyables. Donc ça, c'est ce qui fait vraiment partie du bonheur de notre discipline. Ouais. Merci à tous les deux d'avoir accepté de débattre dans Tech et Débat. Merci à Bastien, Jean-David et Séraphin à la réalisation et à Laure Foulquier évidemment pour la préparation de cette émission. Je vous donne rendez-vous très bientôt ici ou ailleurs.